En 1992, une famille amiche entière de 7 personnes a disparu de sa ferme de Pennsylvanie, ne laissant derrière elle qu'un simple mot annonçant une visite à des proches pour le week-end. Mais ils ne sont jamais revenus. 10 ans plus tard, lors d'une cérémonie commémorative, la communauté a examiné de vieux objets et a repéré un détail choquant que tout le monde avait manqué, un indice qui allait enfin révéler ce qui leur était arrivé. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le parquet de la maison de Levi Lapp à New Holland, en Pennsylvanie. C'était un jour comme tous les ans, marqué non par une célébration mais par un souvenir solennel, 10 ans. 10 ans s'étaient écoulés depuis que son frère Aaron, sa belle-sœur Myriam et leurs 5 enfants Ellie, Michael, Sarah, Ruth et la petite Daisy avaient disparu sans autre explication qu'un simple mot laissé sur la table de la cuisine. Levi ajusta l'une des chaises en bois qui avait remplacé son mobilier habituel dans le salon. La transformation de sa maison pour le service du jour avait commencé avant l'aube. Là où se trouvait habituellement son confortable canapé, des rangées bien ordonnées de chaises simples faisaient maintenant face à l'avant de la pièce. La table basse avait été déplacée dans la grange, libérant ainsi de l'espace pour le rassemblement qui allait bientôt occuper sa maison. La cérémonie a commencé à 20 heures précises, avec l'entrée silencieuse des membres de leur communauté amiche du vieil ordre, hommes en costume noir et chapeau à large bord, femmes en voile de prière et robes sombres. Pendant 2 heures, ils ont prié, chanté des hymnes en néerlandais de Pennsylvanie et partagé des souvenirs de la famille Lapp. Le pasteur Yodar a parlé avec éloquence de la foi dans l'épreuve, de l'acceptation de la volonté de Dieu même lorsque la compréhension leur échappait. Alors que l'horloge sur la cheminée indiquait plus de 10 heures, la cérémonie solennelle était terminée. La plupart des fidèles étaient partis, retournant à leur ferme et à leurs occupations quotidiennes. Seul un petit cercle restait, la famille proche, des amis chers et quelques anciens de la communauté qui connaissaient Aaron depuis l'enfance. Lévi regarda autour de lui l'assemblée réduite. Ses cousins, Samuel et Rebecca Baer, étaient assis côte à côte, la barbe de Samuel était maintenant grise, ce qui n'était pas le cas 10 ans auparavant. Mary Staltzfus, la meilleure amie de Myriam, s'essuya les yeux avec un mouchoir blanc. Le vieux Joseph King, dont la ferme jouxtait la propriété abandonnée d'Aaron, fixait ses mains jointes. « On y va » demanda doucement Lévi en désignant la table de cuisine qu'ils avaient déplacée au centre des chaises restantes. Le groupe se rapprocha, formant un cercle serré. Sur la table se trouvait un assemblage d'objets précieux, de photographies, d'effets personnels et, au centre, protégé par une pochette en plastique transparent, le message qui avait tout changé. Lévi prit le mot d'une main prudente, bien qu'il en eût mémorisé chaque mot des années auparavant. Écrit de la main d'Aaron, il disait, parti pour le week-end. Visite de la famille pour des affaires religieuses. On revient lundi. Ne vous inquiétez pas pour les animaux. J'ai demandé l'aide des voisins. Chaque année, nous lisons cela, dit Marie doucement. Chaque année, je me demande quelles questions d'église ont pu les emporter si soudainement et quelle famille. Nous sommes leur famille, ajouta Samuel. La communauté avait contacté tous les membres de leur famille, tous les contacts en Ohio, en Indiana, et même jusqu'en Ontario. Personne ne les avait vus. Esther prit une photo, prise quelques jours avant la disparition. Elle montrait toute la famille sur le perron, Aaron, grand et barbu, coiffé de son chapeau de paille, Myriam à côté de lui, tenant la petite Daisy, les autres enfants, rangés par taille, tous souriant dans leurs vêtements simples. Derrière eux, le linge flottait sur l'étendoir. De si beaux enfants, murmura Esther. Ellie aurait 23 ans maintenant, Michael 21, Sarah 19, Ruth 14, et la petite Daisy. Daisy 10. Lévi prit le dossier en papier craft contenant les copies des rapports de police. L'enquête officielle avait été brève, entravée par la réticence de la communauté à impliquer les autorités extérieures au-delà du rapport initial. Après une semaine d'interrogatoire auprès des voisins, sans aucun signe d'acte criminel, l'affaire avait été classée comme disparition volontaire et finalement classée sans suite. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux, dit Joseph King, lisant peut-être les pensées de Lévi. Nous ne sommes pas du genre à nous précipiter vers la police anglaise pour lui faire part de nos problèmes. Nous pensions qu'elle reviendrait.
Mais ils ne l'ont pas fait, dit Rebecca doucement. Et maintenant, chaque année, on se demande si on n'aurait pas dû faire plus. Daniel Zuck, un autre membre de la communauté, prit une photo du dossier de la police. Il l'examina attentivement, les sourcils froncés. C'était la même photo du Porsche qu'Esther tenait, mais cette copie était légèrement plus grande et plus nette. Lévi, dit lentement Daniel, la famille de ton frère, il prévoyait de partir ce matin-là, c'est ça? C'est ce que disait le mot. Pourquoi? Daniel tourna la photo vers le groupe et désigna l'étendoir à linge visible en arrière-plan. Regardez, du linge frais suspendu sur l'étendoir. Vous voyez comme les vêtements sont encore noirs, humides au fond? Cette photo a été prise le matin, comme vous l'avez dit. Alors pourquoi Myriam ferait-elle la lessive le matin de leur départ pour le week-end? Les vêtements seraient abîmés par la pluie, mangés par les insectes, décolorés par le soleil. Aucune bonne ménagère amiche ne laisserait sa lessive dehors pendant 3 jours. Le groupe se pencha, examinant la photo avec un intérêt nouveau. Marie haleta doucement. C'est un gilet? Il a l'air trop voyant pour être un simple vêtement. Lévi plissa les yeux en regardant la photo. Parmi les bleus et noirs foncés des vêtements amish typiques, un objet jaune-vert fluorescent était accroché. Son cœur fit un bond lorsqu'il reconnut ce que c'était. C'est un gilet de police. La police? La voix d'Esther était sèche, pleine de surprise. L'agent Brenet, dit lentement Lévi, la mémoire lui revenant. Paul Brenet, où il était proche d'Aaron, aidait souvent la communauté, réparait les clôtures, aidait à la construction des granges lorsqu'il n'était pas en service. Un bon Anglais qui respectait leurs coutumes. Je me souviens de lui, acquiesça Joseph. Toujours poli. Il ne nous a jamais poussés à nous moderniser. Mais pourquoi son gilet serait-il dans la lessive de Myriam? Lévi étudia la photo plus attentivement. Le mot « police », partiellement visible sur le tissu brillant, le confirmait. Je ne me souviens pas qu'il l'ait récupéré, dit Lévi. Après la disparition d'Aaron et la fin de l'enquête, l'agent Brenet passait encore de temps en temps pour prendre des nouvelles de nous et de maman. Mais je ne me souviens pas qu'il ait posé de questions sur un gilet. Maripka, qu'elle repose en paix, continua Lévi, faisant référence à sa défunte épouse, décédée 3 ans plus tôt. Elle avait emballé une grande partie des affaires d'Aaron et Myriam lorsqu'il était devenu évident qu'ils ne reviendraient pas, le gilet est peut-être encore avec leurs affaires. Esther s'assit, la photo tremblant dans ses mains. On devrait peut-être en parler à l'agent Brenet. Ça ne veut peut-être rien dire, mais après 10 ans, n'importe quel détail pourrait nous aider à comprendre. Mère, dit doucement Lévi, que pouvait-il faire maintenant? 10 ans se sont écoulés. La police anglaise a classé l'affaire depuis longtemps. Nous avons choisi de ne pas la poursuivre, d'accepter la volonté de Dieu. Mais nous n'avons jamais trouvé la paix avec elle. Marie intervint, nous disons accepter, mais nous nous réunissons chaque année parce que nous ne pouvons pas lâcher prise. Peut-être que la volonté de Dieu nous pousse à chercher enfin des réponses. Je vais retrouver le gilet, décida Lévi. Au moins, je devrais le rendre à l'agent Brenet. C'est normal. Quand je le ferai, je mentionnerai peut-être cette remarque sur le linge où on verra ce qu'il en pense. Le groupe murmura son accord. Ils passèrent une autre demi-heure à examiner les photos et souvenirs restants, les livres de cantiques préférés d'Aaron, le dé à coudre de Myriam, les dessins des enfants, une poupée en feuilles de maïs ayant appartenu à Sarah. Chaque objet était manipulé avec révérence, passé de main en main, tandis que la lumière matinale filtrait sur le plancher. Accompagné d'un souvenir ou d'une prière, l'assemblée s'est plongée dans un silence respectueux. Finalement, à l'approche de midi, les gens ont commencé à se disperser. Chaque membre de la famille et chaque ami serra Lévi et Esther dans ses bras, murmurant des mots de réconfort répétés tant de fois qu'ils semblaient usés comme des galets. On se retrouve à l'église dimanche, dit Samuel en coiffant son chapeau noir. Merci de nous avoir accueillis cette année, a ajouté Rebecca. C'est tellement important de pouvoir se souvenir d'eux dans une maison, et pas seulement dans la salle de réunion. C'était l'idée de mère, dit Lévi en jetant un coup d'œil à Esther.
Elle pensait qu'être ici, là où Aaron a passé tant de temps, nous rapprocherait de la compréhension. Les buggy s'éloignèrent sur l'allée de gravier, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Lévi et sa mère. Esther commença à rassembler les photos et les papiers, ses gestes étant prudents et réfléchis. « Je t'aiderai à remettre les meubles, » proposa-t-elle. « Non, maman. Repose-toi. Je te ramènerai à la maison et je m'en occuperai moi-même plus tard. » Lévi se dirigea vers le tiroir de la cuisine. Ses doigts retrouvèrent le poids familier de 2 clés en laiton sur un simple anneau, l'une pour la maison d'Aaron, l'autre pour la ferme abandonnée sur la parcelle de terrain séparée qu'il possédait. Elles étaient froides dans sa paume, inutilisées depuis des mois. Ils se dirigèrent vers sa voiture. L'une des rares concessions que le Ordnung autorisait était que Lévi conserve une voiture pour son entreprise de fabrication de meubles. Il aida sa mère à s'installer sur le siège passager, le cœur lourd d'une année passée sans réponse. Alors qu'il parcourait la courte distance qui les séparait de sa petite maison, sur la propriété familiale, il ne pouvait se débarrasser de l'image de ce gilet de police accroché au linge de sa belle-sœur, une note lumineuse et incongrue sur ce qui aurait dû être une matinée ordinaire il y a 10 ans. Après avoir déposé Esther chez elle, Lévi décida de retourner immédiatement chez Aaron. Cela ne lui prit que 10 minutes, par les routes de campagne qu'il avait évitées. La vue de la propriété vide ne manquait jamais de susciter des émotions difficiles. En s'engageant dans l'allée envahie par la végétation, il remarqua que l'érable qu'Aaron avait planté l'année précédant sa disparition dominait désormais le porche, ses branches raclant le toit. La clé tournait avec difficulté dans la serrure. À l'intérieur, l'air était vicié et lourd de poussière. Des rectangles pâles sur les murs marquaient les emplacements des tableaux. Ribka avait emballé la plupart des objets de valeur et personnels après la première année, lorsque l'espoir du retour de la famille commença à s'estomper. Lévi commença ses recherches aux endroits évidents. Le placard du couloir ne rapporta que des crottes de souris et quelques cintres. Le débarras attenant à la cuisine, où Myriam avait rangé ses conserves, était vide, à l'exception d'étagères poussiéreuses. Il gravit l'escalier étroit, chaque marche craquant sous son poids. La porte de la chambre principale était entr'ouverte. Le cadre du lit était toujours dépourvu de son matelas des années auparavant, mais au pied du lit se trouvait un coffre en bois dont il se souvenait. Lévi s'agenouilla à côté et souleva le couvercle. Les gonds protestèrent, mais tinrent bon. À l'intérieur, Ribka avait soigneusement rangé des objets qui devaient lui sembler trop personnels pour être jetés, mais trop pénible à garder à la vue, une chemise de travail d'homme qui portait encore la forme des épaules d'Aaron, un cheval en bois pour enfants, usé par les manipulations et, soigneusement plié par-dessus, le gilet de police fluorescent. Il le souleva avec précaution. Police était inscrit au dos en lettres réfléchissantes, et sur le devant, un petit patch indiquait, Pébrené, avec une couture soignée. Le gilet était propre, soigneusement lavé et séché par Myriam 10 ans auparavant. Lévi referma doucement le coffre et se leva, gilet à la main. Il sortit son téléphone portable ou autre indispensable et fit défiler l'écran jusqu'au numéro personnel de l'agent Brené. Ils avaient échangé leurs contacts des années auparavant, lorsque Brené avait participé à une enquête sur des faits de vandalisme dans un magasin de meubles. Le téléphone sonna 4 fois avant de tomber sur la messagerie. Brené, qui lui avait pourtant bien accueilli, lui demanda de laisser un message. Lévi raccrocha sans rien dire, expliquer cela par un enregistrement lui semblait déplacé. Il envisagea d'appeler directement le commissariat, mais hésita. Les Amish entretenaient une relation respectueuse avec les forces de l'ordre anglaises, mais distante. L'idée de devoir composer un numéro et de s'expliquer devant un répartiteur avec la possibilité d'être transféré plusieurs fois lui semblait pire que d'attendre. Mieux valait gérer la situation en face à face, comme c'était leur habitude. Lévi glissa le gilet sous son bras et redescendit. Il ferma la porte à clé et se dirigea vers sa voiture, puis s'arrêta. Quelque chose le taraudait, une vieille conversation avec Aaron au sujet des pressions exercées par les promoteurs pour acquérir le terrain. Il fit le tour de la maison, curieux de savoir si ses plans avaient abouti. Depuis la véranda, la vue montrait des terres agricoles inchangées s'étendant à perte de vue. Quel que soit le projet de développement envisagé,
il ne s'était jamais concrétisé. Les mêmes clôtures à barreaux délimitaient les propriétés, le même bosquet de chênes montait la garde à l'extrémité du terrain d'Aaron. 10 ans et rien n'avait changé. Il retourna à sa voiture, déposa soigneusement le gilet sur le siège passager et se fit un devoir d'inspecter la ferme. Ses propriétés ne pouvaient rester abandonnées éternellement. Le commissariat de New Holland était un modeste bâtiment en briques à la sortie de la ville, son drapeau américain flottant dans la brise de l'après-midi. Lévy se gara prudemment et franchit les portes vitrées, son gilet sous le bras. L'intérieur sentait le café et le cirage, un jeune policier était assis derrière le comptoir de la réception. « Bonjour, dit Lévy. Je cherche l'agent Paul Brenet. Est-il disponible ?» L'officier de service, dont la plaque indiquait « Jenkins », leva les yeux de son ordinateur. « Brenet ? Il est sur le terrain depuis midi environ. Puis-je vous aider ou prendre un message ?» Lévy déplaça le gilet dans ses mains. « C'est une affaire personnelle. J'ai quelque chose qui lui appartient, d'il y a longtemps. » Jenkins haussa les épaules. Difficile de dire quand il sera de retour. Peut-être dans 1 heure, peut-être à la fin de son service. Je peux prendre tes coordonnées et lui demander de te rappeler. Non merci, dit Lévy. Je réessayerai plus tard. Je préfère régler ça en personne. Comme tu veux, répondit Jenkins, se retournant déjà vers son écran. Il est généralement là le matin, si tu veux essayer demain. Lévy hocha la tête et partit. De retour dans sa voiture, il réfléchit un instant à ses options. La ferme avait encore besoin d'être inspectée, et puisqu'il était déjà dans le coin, il pourrait revenir plus tard dans la journée ou demain matin. Il quitta la ville en voiture, empruntant la route sinueuse qui menait aux propriétés plus rurales. La ferme d'Aaron se trouvait sur 40 acres de bonne terre, à l'écart de la maison, à environ 15 minutes de là, dans la campagne. À mi-chemin, passant devant une bande de fermes amish, il remarqua quelque chose d'anormal chez les Yodé. 2 hommes en uniforme sombre se tenaient près d'un camion noir, et Jacob reculait, les mains levées en signe de défense. Lévy s'arrêta immédiatement et sortit de sa voiture. En s'approchant, il entendit des voix s'élever. « Je vous l'ai dit hier et avant-hier, » disait Jacob avec un accent anglais prononcé, « cette terre n'est pas à vendre. Elle appartient à ma famille depuis des générations. L'un de nous fait une offre, » répondit un homme en uniforme. Sa tenue était bleu foncé ou noir, mais sans écusson, ni numéro de badge, ni aucune pièce d'identité, et elle est plus que généreuse. Vous pourriez acheter un terrain ailleurs. Un terrain plus intéressant. Il n'y a pas de meilleure terre que celle que Dieu nous a donnée à cultiver, répondit fermement Jacob. S'il te plaît, quitte ma propriété. Le deuxième homme s'approcha, menaçant. Vous, Amish, vous croyez pouvoir rester assis indéfiniment sur des terrains de valeur, sans rien apporter au progrès, à l'économie? Y a-t-il un problème? Contient de l'apagénine, un composé qui se lie aux récepteurs cérébraux pour réduire l'anxiété et favoriser le calme. C'est comme passer de « c'est parti » à « repos et ressourcement. Et le meilleur dans tout ça, pas de sucre, pas de calories, pas d'effets secondaires, juste un réconfort chaleureux et floral dans une tasse. Buvez-le environ 30 à 60 minutes avant de vous coucher et laissez le calme prendre le dessus. Que vous soyez amateur de fruits, de céréales, de protéines ou d'infusions, le chemin vers un meilleur sommeil n'est pas forcément compliqué. Votre garde-manger contient peut-être déjà les réponses. La clé est la régularité, écoutez votre corps, donnez-lui ce dont il a besoin au bon moment, et laissez-le faire le reste. Avant de conclure, j'aimerais connaître votre avis, quel est votre rituel du coucher? Avez-vous déjà essayé ces aliments ou boissons avant de dormir? Partagez votre histoire dans les commentaires, elle pourrait être utile à d'autres. Et si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne rien manquer du prochain conseil qui pourrait transformer vos nuits et vos journées. N'oubliez pas que le sommeil profond n'est pas révolu. C'est un cadeau qui vous est toujours offert, une bouchée, une gorgée, une nuit à la fois. La camomille contient un composé subtil mais puissant appelé apagénine.
Cet antioxydant naturel se connecte à des récepteurs spécifiques du cerveau et envoie un signal apaisant à tout le système nerveux. Votre rythme cardiaque ralentit doucement, votre esprit s'apaise et, petit à petit, votre corps reçoit le message qu'il attendait depuis le début de la journée, vous pouvez vous reposer. Voici un point que beaucoup de gens oublient, toutes les tisanes ne se valent pas. Beaucoup pensent que n'importe quelle tisane avant de se coucher fera l'affaire, mais la camomille est une tisane à part. Contrairement au mélange générique, c'est l'une des rares infusions à avoir été réellement étudiée et saluée pour ses légers effets sédatifs. Elle a la réputation de longue date d'aider à se détendre sans médicaments, en particulier chez les personnes âgées qui recherchent une boisson naturelle, sûre et fiable. Le secret ne réside pas seulement dans la façon de le boire, mais aussi dans la façon dont vous le buvez. Préparez-vous une tasse chaude environ 30 à 45 minutes avant de vous coucher. Ne vous précipitez pas. Ne l'avalez pas comme un médicament. Prenez votre temps. Laissez la chaleur monter dans la tasse. Entourez la tasse de vos mains. Ajoutez une cuillerée de miel si vous avez envie de sucrer. Un peu de lait d'amande peut lui donner une douceur crémeuse qui rend l'expérience encore plus apaisante. Buvez-le dans un endroit calme, éteignez les écrans, baissez les lumières. Laissez votre corps et votre esprit enregistrer l'instant. Ce qui compte autant que le thé, c'est l'espace calme que vous créez autour. C'est là que commence le véritable repos. Maintenant que nous avons exploré ces 6 alliés bénéfiques pour un meilleur sommeil, prenons un moment pour prendre du recul. Pourquoi est-ce si important, surtout maintenant? Parce qu'à ce stade de la vie, le sommeil n'est pas seulement un plaisir, c'est essentiel. Il ne s'agit pas d'être fatigué le lendemain. Il s'agit de la façon dont vous vivez votre vie, de votre présence, de votre lucidité et de la force de votre corps. Vous l'avez ressenti, ce brouillard persistant après une nuit agitée, ce manque de vivacité, cette sensation soudaine d'accablement, cette irritabilité qui surgit de nulle part. La frustration d'être allongé dans le noir, le corps en manque de repos, mais le cerveau qui tourne comme un moteur qui ne veut pas s'arrêter. Et plus profond encore, il y a ce sentiment de déconnexion de soi, de sa paix, de son rythme. Ce que peu de gens disent à voix haute, c'est qu'un mauvais sommeil fait plus que vous fatiguer. Il peut miner votre confiance. Il peut éroder votre indépendance. Il peut vous donner l'impression d'être un étranger dans votre peau. Mais vous n'êtes pas coincé. Vous n'êtes pas sans outils. Et vous n'êtes certainement pas impuissant. Vous êtes toujours aux commandes. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer l'histoire. Non, ces 6 aliments ne sont pas des remèdes miracles. Ils ne résoudront pas des années de troubles du sommeil du jour au lendemain. Mais ce sont des outils doux et naturels que votre corps comprend encore, des outils qui parlent un langage auquel votre système nerveux réagit encore, discrètement, régulièrement et sans effet secondaire. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Ce soir, vous pourriez peut-être remplacer votre collation habituelle par une tasse de tisane à la camomille. Demain, au lieu d'un sandwich froid, vous réchaufferiez un petit bol de flocons d'avoine avec de la banane et de la cannelle. Commencez par un petit changement, un choix, un nouveau message à votre corps, je veux prendre soin de toi. Et puis, observez ce qui se passe. Votre corps est fait pour guérir, se restaurer, retrouver son équilibre. Il a juste besoin d'un peu d'aide, d'un peu de constance et du bon signal. Avec du temps, de la patience et un accompagnement bienveillant, vous retrouverez votre rythme. Et lorsque cela se produira, vous dormirez mieux, mais vous vous réveillerez en vous sentant à nouveau vous-même. Maintenant, juste pour que vous puissiez vous souvenir de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, revenons rapidement sur les aliments dont nous avons parlé, la cerise rouge foncée pleine de mélatonine naturelle, la banane riche en minéraux qui détendent vos muscles et calment votre esprit, l'humble amande qui transporte du magnésium et du tryptophane qui apaise votre corps de l'intérieur, le bol chaud de flocons d'avoine qui nourrit votre cerveau avec des glucides qui construisent la sérotonine, la dinde maigre qui délivre tranquillement du tryptophane pour alimenter un repos plus profond et ininterrompu, et enfin, le doux pouvoir du thé à la camomille, une tasse chaude de calme dans un monde bruyant. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, avez-vous déjà essayé l'une de ces méthodes avant de vous coucher? Ont-elles fait une différence pour vous?
Ou y a-t-il quelque chose qui a fonctionné pour vous personnellement et que nous n'avons pas mentionné ici? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez-le avec notre communauté, votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin ce soir. Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles pistes de réflexion ou vous a simplement redonné espoir, je vous serai très reconnaissante de cliquer sur « J'aime ». Et si vous n'avez pas encore rejoint cette communauté, abonnez-vous. Cet espace est conçu pour votre croissance, votre guérison et votre cheminement vers la compassion, la clarté et des outils pratiques qui font vraiment la différence. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous continuez d'apprendre, vous êtes toujours capable, vous avez encore du pouvoir, bien que vous ne le sachiez peut-être pas encore. Alors, de tout cœur, merci de votre attention. Que cette nuit vous apporte le repos que vous méritez. Dormez profondément. Réveillez-vous ressourcés. Sur un terrain jusque-là vierge, une seule zone restait inexploitée sur la maquette, un point sur la montagne marqué par ce qui semblait être une église ou un mémorial. Lévi examina la petite pancarte à côté, « Amish Héritage Mémorial préserver la mémoire des habitants de Pennsylvanie ». Mémoire. Pas présence. Mémoire, comme s'ils avaient déjà disparu. Son sang se glaça en reconnaissant l'endroit sur la montagne. C'était le même endroit que celui indiqué sur la carte de l'acheteur plus tôt. Il regarda de nouveau par la fenêtre, où la poussière des véhicules flottait dans l'air. Était-ce là que Brené se dirigeait? « Monsieur, j'ai besoin que vous signiez ces formulaires. » « En fait, » dit Lévi en reculant vers la porte, « je viens de me rappeler d'une urgence. Veuillez prévenir Monsieur Davison que je dois reporter mon rendez-vous. » Ses yeux se plissèrent. « Il vous attend. Il a préparé tous les papiers. Je reviendrai plus tard dans la journée, demain au plus tard. Je suis désolé, monsieur Davison n'aime pas attendre. » Mais Lévi avait déjà franchi la porte. Derrière lui, il l'entendit décrocher le téléphone, parlant d'un ton pressant à quelqu'un. Il courut jusqu'à sa voiture, démarra le moteur et quitta rapidement le parking. La route de montagne était plus accidentée que les routes principales, conçue pour les camions forestiers et les véhicules d'entretien plutôt que pour la circulation normale. La voiture de Lévi rebondissait sur les nids de poules et les surfaces rugueuses à mesure qu'il montait. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la canopée des arbres, créant un effet stroboscopique qui le faisait plisser les yeux. Il ne savait pas exactement ce qu'il s'attendait à trouver, mais son instinct lui disait qu'il devait voir ce qui se passait sur cette montagne, le mémorial amish de la maquette, la pression renouvelée sur les propriétaires terriens, le comportement étrange de Brené, le lien avec les événements d'il y a 10 ans. Tout cela tourbillonnait dans son esprit comme les pièces d'un puzzle qui refuse de s'assembler. La route de montagne devenait plus raide et plus isolée à chaque kilomètre. La voiture de Lévi peinait à maintenir la pente, et il dut rétrograder 2 fois pour maintenir sa vitesse. Les arbres se pressaient de chaque côté, leurs branches formant un tunnel de verdure au-dessus de sa tête. Pendant près d'1 heure, il grimpa, sans croiser aucun autre véhicule, ne voyant aucun signe d'habitation, hormis quelques poteaux électriques jalonnant le parcours. Finalement, la route s'aplanit et déboucha sur une zone dégagée. À travers les arbres clairsemés, Lévi aperçut la voiture de patrouille de l'agent Brené, garée près d'une clôture de chantier. Il s'engagea sur une petite aire de repos, partiellement cachée par les broussailles, coupa le moteur et s'élança dans l'air de la montagne. Le chantier s'étendait devant lui, plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Des engins lourds étaient immobilisés pour l'instant, un bulldozer, une excavatrice, des piles de bois et de pierre. La structure qui prenait forme était effectivement conçue pour ressembler à une maison de réunion amish, maison plus grandiose, plus élaborée que n'importe quel bâtiment ordinaire. C'était l'idée touristique de l'architecture amish, des toits pointus et des touches décoratives qu'aucune communauté amish réelle n'approuverait. Lévi se rapprocha, restant à la limite des arbres. À travers le grillage, il aperçut Brené, debout avec les 2 hommes de la ferme de Jacob Yodé, leur voix portait la brise de la montagne. « La maison commémorative sera parfaite, » disait l'un des hommes. « Préserver la mémoire de la culture amish dans cette région. Les touristes adorent ce genre de choses. »
Ils viendront par quarts entiers pour découvrir l'authentique patrimoine amish. Un récit touchant, ajouta l'autre. Comment le mode de vie simple des Amish n'a pas pu survivre aux pressions modernes. Très touchant. Très commercialisable. Brené acquiesça. Le projet pourra commencer une fois que les familles restantes seront convaincues de déménager. Combien de temps avant, interrompit le premier homme. C'est un projet à long terme, répondit le premier homme. Nous avons déjà attendu 10 ans. Nous pouvons attendre encore un peu. Mais avec votre aide, monsieur l'agent, nous serons plus persuasifs cette fois-ci. Ces Amish têtus, dit le deuxième homme en secouant la tête. Ils ne comprennent pas le progrès, n'apprécient pas ce que nous proposons. Parfois, je me dis que la seule façon de les gérer, c'est... Il s'arrêta, regarda autour de lui comme pour chercher quelqu'un qui l'écoutait, puis rit. Disons que cet endroit est bâti sur des os Amish. Littéralement, nous les avons entreposés ici même. L'estomac de Lévi se noua. Il se rapprocha de la clôture, cherchant à entendre. Viens, dit le premier homme à Brené. Laisse-nous te montrer quelque chose. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le chantier. Lévi jeta un coup d'œil circulaire et aperçut un casque et un gilet de sécurité accrochés à un poteau de clôture, probablement laissé par un ouvrier en pause. Sans réfléchir, il les attrapa, les enfila et se glissa par une ouverture dans la clôture. Le gilet était trop grand, le casque de chantier trop lâche sur sa tête, mais de loin, il aurait pu passer pour un ouvrier du bâtiment. Il garda la tête baissée et marcha d'un pas décidé, suivant le trio à distance. Ils s'arrêtèrent à l'autre bout du bâtiment à moitié terminé, là où les fondations avaient été coulées, mais où les murs n'étaient que partiellement érigés. L'un des hommes appela un ouvrier à proximité, qui conduisait une petite pelleteuse. « Creusez ici », ordonna-t-il en désignant un endroit marqué à la bombe de peinture orange. « Pas profond, peut-être 1 mètre. » L'ouvrier, perplexe, obtempéra. Le godet de la pelleteuse s'enfonça dans la terre, arrachant terre et gravier. Après quelques coups seulement, l'opérateur s'arrêta, regardant quelque chose en bas. « Ça suffit », dit le premier homme. Lui et son compagnon descendirent dans la fosse peu profonde. Lévi s'approcha en rampant, se cachant derrière une pile de bois. Il regarda avec horreur l'un des hommes se pencher et extraire quelque chose du sol, un os, incontestablement humain, probablement une jambe. L'homme le tendit à Brené, qui le prit sans hésiter, le retourna dans ses mains pour l'examiner, puis le laissa retomber dans le trou. « Vous voyez, dit le deuxième homme en souriant, nous les avons stockés ici toute la famille, plus quelques autres qui sont devenus trop curieux au fil des ans. Il y en aura d'autres à l'avenir, ajouta le premier. Une fois que nous aurons chassé les Amish restants en tuant certains si nécessaire, en effrayant les autres pour qu'ils partent, toute cette vallée sera à nous pour la développer. Centres commerciaux, lotissements, attractions touristiques, quelque chose de réellement productif, pas seulement des terres agricoles pourrissant entre les mains de gens arriérés. Et vous nous aiderez, n'est-ce pas, officier ? Le deuxième homme dit à Brené, comme avant, votre position, votre réputation dans la communauté, sont des atouts inestimables. Brené hocha lentement la tête. Le département me fait confiance pour gérer les affaires Amish. Ils ne remettront pas en question mes rapports. Lévi recula, tout tremblant. Aaron, Myriam, les enfants là, sous ce monument obscène à leur mémoire. Il se força à repartir silencieusement, prudemment, par où il était venu. Arrivé à la clôture, il retira son casque et son gilet, les laissant là où il les avait trouvés. Il courut à sa voiture, la démarra et redescendit la montagne aussi vite qu'il l'osait. Son téléphone portable n'affichait aucun signal sur le chantier, mais à mi-chemin, 2 barres apparurent. Il s'arrêta, les mains tremblantes, et composa le 911. 911, quelle est votre urgence ? Je m'appelle Lévi Lapp, dit-il d'une voix assurée. Je dois signaler un meurtre, plusieurs meurtres, et la corruption policière. Monsieur, veuillez vous calmer. Où êtes-vous ? Lévi montra les bornes routières de montagne qu'il avait repérées. Il y a un chantier au sommet.
Ils construisent un faux mémorial amish. Je viens de les voir déterrer des ossements humains. L'agent Paul Brenet est impliqué. Il est corrompu. Il travaille avec les promoteurs qui ont tué la famille de mon frère il y a 10 ans. Monsieur, ce sont des accusations très graves. En êtes-vous certain? J'ai vu les os, la voix de Lévi se brisa. Je les ai entendus parler de massacrer d'autres familles amish. S'il vous plaît, vous devez envoyer quelqu'un. Creusez là où ils ont creusé. Vous trouverez des preuves. Nous déployons immédiatement des unités, monsieur. La police d'État sera également prévenue, compte tenu des allégations de corruption d'agents. Veuillez rester où vous êtes. Lévi attendit, moteur tournant, les yeux fixés sur la route. 15 minutes plus tard, il entendit des sirènes. Plusieurs voitures de police apparurent, gravissant la montagne à toute vitesse. Il les suivit. Sur le chantier, un chaos organisé a éclaté. Les policiers ont envahi la zone. Brenet est sorti du bâtiment, a vu les voitures de police et son visage est devenu blanc. Alors que les deux promoteurs tentaient de rejoindre leur camion, Lévi a arrêté sa voiture en travers de leur chemin, les bloquant. Brenet s'approcha de lui, essayant de maintenir son autorité. « Lévi, que fais-tu? Déplace ton véhicule. » « J'ai tout vu, » dit Lévi en sortant de sa voiture. « Les os osseux de la famille de mon frère, peut-être d'autres. Tu as contribué à leur assassinat. » « C'est ridicule, » a déclaré Brenet. « Messieurs les agents, cet homme porte des accusations insensées. » Mais les policiers fraîchement arrivés étaient déjà en mouvement. Un sergent que Lévi ne reconnaissait pas dit, « Agent Brenet, veuillez vous écarter pendant que nous enquêtons. Ces allégations sont graves. » « C'est un malentendu, » protesta Brenet. « Cet homme est accablé de chagrin et se fait des idées. »« Alors, ça ne vous dérange pas si nous regardons autour de vous, » dit le sergent. Des équipes d'agents sont entrées sur le chantier. Les ouvriers ont reculé, confus et inquiets. Là, Lévi a pointé du doigt l'excavation. Ils ont creusé là. Les ossements sont là. 2 officiers ont sauté dans le trou. Quelques instants plus tard, l'un d'eux a crié, « Sergent, nous avons des restes humains ici. » Brenet se retourna pour courir. Un craquement sec fendit l'air, un coup de semonce tiré vers le ciel. « Que personne ne bouge !» cria un officier. Brenet se figea. Les 2 promoteurs qui avaient atteint la moitié du chemin jusqu'à leur camion s'arrêtèrent également. Les policiers s'avancèrent, armes au poing mais pointées vers le sol. Mains derrière la tête, à genoux. Un par un, Brenet et les 2 hommes furent menottés. Le visage de Brenet exprimait la défaite tandis qu'il le conduisait vers une voiture de patrouille. Les promoteurs tentèrent de protester, de clamer leur innocence, de réclamer des avocats, mais les policiers restèrent professionnels et impassibles. « Il faut qu'on aille à leur bureau, » dit Lévi au sergent. « L'homme qui essaie d'acheter ma ferme d'Avison est impliqué. Il est dans l'immeuble au pied de la montagne. » Le sergent acquiesça. « On s'en occupe. Vous devrez venir au poste pour faire une déposition complète. » Le convoi de véhicules de police redescendait la montagne, gyrophares allumés, mais sirènes silencieuses. Devant l'immeuble de bureaux modernistes, d'autres voitures de police convergeaient. Les agents entrèrent tandis que Lévi attendait dehors. À travers les vitres, il vit Davison menotté, le visage choqué de la réceptionniste, des papiers saisis. Alors qu'il se préparait à partir pour le poste de police, Lévi regarda la montagne. Quelque part là-haut, caché depuis 10 ans, sa famille gisait en terre impie. Mais ils avaient été retrouvés. Enfin, ils avaient été retrouvés. Le commissariat de New Holland n'avait jamais connu une telle activité. Les agents avançaient avec détermination dans les couloirs, et Lévi regardait par les fenêtres de la Saliport Brenet être conduit à l'intérieur où son uniforme trahissait désormais la confiance qu'il incarnait autrefois. Les 2 promoteurs les suivirent, leur arrogance passée remplacée par un silence maussade. Davison arriva le dernier, toujours en costume, le visage blême de stupeur. Un inspecteur en costume gris s'approcha de Lévi.
Monsieur Lapp, je suis l'inspectrice Sarah Chen de la police d'État. Nous allons mener cette enquête, compte tenu des circonstances. Pourriez-vous m'accompagner, s'il vous plaît? Elle le conduisit dans une petite salle d'interrogatoire, propre et épurée, avec juste une table et des chaises. Un enregistreur était placé entre elles. Je sais que cette journée a été éprouvante, dit doucement l'inspecteur Chen, mais j'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début. Prenez votre temps. Lévi commença par la cérémonie commémorative du matin, d'une voix posée, racontant la découverte du gilet sur la photo, sa découverte chez Aaron, sa tentative de le rendre à Brené. Il décrivit la rencontre à la ferme de Yaka Biodé, l'étrange rencontre avec Brené sur la route, la tentative de vente précipitée de la propriété, et enfin ce dont il avait été témoin sur le chantier de construction en montagne. L'inspectrice Chen prit des notes, demandant parfois des éclaircissements. Lorsque Lévi eut terminé, elle posa son stylo. « Monsieur Lapp, pouvez-vous me parler de l'enquête initiale, il y a 10 ans ?» Lévi se tortilla, mal à l'aise. Ce fut très bref en moins d'une semaine. L'agent Brené dirigeait l'opération et il disait être l'agent de liaison pour les affaires Amish. Il posa des questions, inspecta la maison, mais marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Nous, les Amish, dit-il, nous ne coopérons pas volontiers avec les autorités extérieures. Ce n'est pas notre façon de faire. » La plupart des habitants pensaient qu'Aaron et sa famille étaient partis volontairement, peut-être pour rendre visite à des proches, peut-être pour déménager. Lorsqu'ils ne revinrent pas, nous pensâmes qu'il y avait peut-être un conflit dont nous ignorions l'existence, une raison pour laquelle ils avaient choisi de rester à l'écart. Mais ton frère n'a jamais mentionné son intention de partir. Eh bien, dit Lévi, il a bel et bien évoqué la pression d'une société immobilière. Il voulait acheter son terrain. Il possédait plus que la plupart des habitants de notre communauté. Non pas que nous ayons une hiérarchie à proprement parler, mais Aaron avait hérité de notre père et avait acquis des parcelles supplémentaires au fil des ans. Il possédait un patrimoine foncier conséquent. L'inspecteur Chen hocha la tête. Nous avons trouvé quelque chose au bureau de Davison qui pourrait vous intéresser, un journal, des comptes rendus très détaillés de leurs plans, y compris des entrées sur. L'agent Brené Lévy se pencha en avant. Brené était impliqué, plus que impliqué. D'après ce que nous avons lu jusqu'à présent, c'est lui qui a organisé l'enlèvement. Il a utilisé sa position, sa confiance dans la communauté, pour se rapprocher de votre frère. Le journal suggère que Brené était à leur solde depuis des années, leur fournissant des informations sur les familles susceptibles de vendre, celles qui étaient vulnérables. Lévy se sentait mal. Toutes ces fois où Brené avait aidé à la construction des granges, dirigé la circulation pendant les récoltes, respecté leurs coutumes, tout cela n'était que mensonge. L'officier en qui nous avions le plus confiance, dit-il doucement, mangeait à nos tables et connaissait le nom de nos enfants. Je suis désolé, dit l'inspecteur Chen. Je sais que c'est une terrible trahison. Comment ont-ils fait? Qu'est-il arrivé à la famille de mon frère? Tu le sais déjà? Nous en saurons plus après les interrogatoires, mais d'après le journal et les preuves, nous pensons qu'ils ont été attirés vers un endroit isolé, probablement le site montagneux où les travaux ne commenceraient pas avant des années. Votre frère a probablement refusé leur dernière offre. La situation s'est envenimée, et ils ont dû réduire toute la famille au silence. Les enfants aussi, pour ne laisser aucun témoin. C'est notre théorie. Les résultats ADN confirmeront si les restes sont ceux de votre famille, mais étant donné que votre disparition est la seule disparition amiche dans la région au cours des 10 dernières années, c'est hautement probable. Ont-ils jamais obtenu des terres? Est-ce que ça en valait la peine pour eux? L'inspectrice Chen a vérifié ses notes. Aucun registre municipal ne fait état de vente à leur entreprise. Après la disparition de votre frère, il semble qu'il se soit retiré, peut-être par crainte d'attirer l'attention. Tous ces décès pour rien. Ils ont attendu 10 ans avant de réessayer. Lévy se prit la tête dans les mains. Mon frère les a combattus, et on n'a jamais su. Si j'avais été là. J'étais dans l'Ohio à l'époque, à travailler. Je ne suis revenu qu'après leur disparition.
Si j'avais su ces démêlés avec ses promoteurs. Vous ne pouvez pas vous en vouloir, a déclaré fermement l'inspecteur Chen. La faute incombe aux auteurs de cet acte. Nous, les Amish, vivons dans l'acceptation, dit Lévy en relevant la tête. Nous croyons qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu, ne pas lutter contre le monde. Mais parfois, cette acceptation nous rend aveugles au mal. Nous aurions dû insister davantage il y a 10 ans, exiger de vraies réponses au lieu d'accepter ce que Brenet nous disait. Un coup frappé à la porte les interrompit. Un policier jeta un coup d'œil à l'intérieur. Inspecteur, le membre de la famille est là. Madame Esther Lapp, dit Lévy en se levant rapidement. Il la trouva dans le couloir, son bonnet noir légèrement de travers, le visage marqué par la peur et l'espoir. Leurs regards se croisèrent, et elle lut la vérité dans son expression. Non, murmura-t-elle. Non, non, non. Lévy la rattrapa alors qu'elle vacillait. Ce ne sont plus que des os, maman, plus que des os maintenant. Ils se serraient dans les bras dans le couloir éclairé au néon, mère et fils unis par un chagrin vieux de 10 ans, mais soudain renouvelé. D'autres policiers les dépassaient respectueusement, leur laissant l'espace nécessaire pour exprimer leur chagrin. Au bout d'un moment, l'inspecteur Chen s'est approché de M et Madame Lapp. L'équipe médico-légale dispose d'informations préliminaires, si vous êtes prêts. Ils furent conduits dans une salle d'attente familiale, plus confortable que la salle d'entretien, avec des chaises plus moelleuses et des boîtes de mouchoirs partout. Une femme en blouse blanche entra, l'air professionnellement compatissant. « Je suis le docteur Martinez, du service de médecine légale », a-t-elle déclaré. Les restes que nous avons récupérés datent d'environ 10 ans. Grâce à la décomposition et aux analyses du sol, nous avons trouvé des ossements de tailles diverses, ceux d'un homme adulte, d'une femme adulte et d'enfants d'âge différents. Esther émit un cri semblable à celui d'un animal blessé. Lévy lui serra la main. Nous aurons besoin d'échantillons d'ADN de vous deux pour confirmer votre identité, a poursuivi le docteur Martinez. Mais les âges et les numéros correspondent à ceux des membres disparus de votre famille. Pouvons-nous voir, demanda Esther d'une voix à peine audible. Le docteur Martinez hésita. Ce ne sont pas des restes intacts, dit-elle. Mais si vous pensez que cela peut vous aider, nous pouvons vous montrer certains des éléments que nous avons recueillis. Ils ont été conduits dans une autre pièce où des sacs de preuves étaient posés sur une table métallique stérile, des os nettoyés et étiquetés, des fragments de tissu, une petite chaussure qui aurait pu convenir à un jeune enfant, des effets personnels qui avaient survécu une décennie dans le sol. Esther fouilla dans son sac, les mains tremblantes, et en sortit une photo la même que celle de la cérémonie du souvenir, Aaron et Myriam sur le porche, les 5 enfants classés par taille, tous souriant au soleil d'un matin d'il y a 10 ans. Elle la brandit, comparant les visages vivants au reste sur la table. « C'est eux, murmura Esther. Mon fils, mes petits-enfants. » Ils se tenaient dans cette pièce stérile, contemplant ce qui restait d'une famille qui avait ri, prié et travaillé ensemble. Lévy repensa à toutes ces années d'interrogation, à l'espoir s'effaçant peu à peu, à ces questions qui semblaient vouées à rester à jamais sans réponse. Maintenant, il savait. C'était terrible, mais c'était aussi un soulagement. Plus besoin de se demander si Aaron avait choisi de partir, s'il l'avait trahi d'une manière ou d'une autre, si la famille vivait quelque part ailleurs, une vie différente. Ils étaient là. Ils n'étaient jamais partis. Nous leur trouverons un lieu de repos convenable, dit doucement Lévy. Au cimetière, avec le reste de notre peuple. Ils rentreront chez eux. Esther hocha la tête, les larmes ruisselant sur son visage buriné. Elle toucha de nouveau la photo, puis la remit soigneusement dans son sac. Ils avaient enfin retrouvé la famille d'Aaron, et même si cette découverte leur avait causé du chagrin, elle avait aussi apporté le début de la paix.